et d'assurer durablement la qualité des paysages et de l'environnement. Parce que finalement, on ne doit pas oublier que c'est l'architecte paysagiste qui va s'occuper de l'environnement dans lequel l'homme vit, dans lequel l'homme travaille, dans lequel l'homme se détend. Et donc, il est très important de développer des réflexions et de réaliser des projets qui rendent cet environnement agréable, et surtout dans une période de COVID où on est quand même limité en termes de mobilité. On se rend compte de l'importance de l'environnement où on travaille et de l'environnement où on vit. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de durabilité, en termes de valeur esthétique, en termes de services rendus par cet environnement. Et donc, par conséquent, une formation d'architecte paysagiste est vraiment une formation utile pour déterminer, pour définir l'environnement futur de nos activités. En termes de débouchés, vous voyez toute une série d'exemples. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Évidemment, il y a les débouchés classiques, les bureaux d'architecture et d'architecture du paysage, le secteur public, mais aussi le secteur privé a besoin d'architectes paysagistes. Mais il y a quand même aussi beaucoup de projets en cours de reconversion industrielle, par exemple. Il y a aussi la participation des architectes paysagistes, par exemple, aux études d'incidence ou aux activités d'aménagement du territoire. Mais il y a aussi quand même une forte composante internationale maintenant dans la formation et donc dans les débouchés des anciens étudiants parce que, bon, il y a cette mondialisation. Beaucoup d'étudiants cherchent cette dimension internationale dans leurs études. Et finalement, la gestion des paysages, la gestion de l'environnement est quand même aussi un enjeu, une activité qui est caractérisée par une dimension internationale. Suivante. Voilà, c'est Madame Siquet qui va maintenant prendre la parole. Oui, alors voilà, merci Monsieur Bogart. Je suppose que vous m'entendez bien. Apparemment, oui. Voilà, donc je m'appelle Aurore Siquet. Moi, je travaille à la Haute École Charlemagne. Et donc, nous participons à la formation pour l'aspect, comme l'a dit mon collègue, très pratico-pratique, puisque nous organisons également une formation de type cours. Alors ici, vous êtes face à une structure universitaire. Donc, ce sont des études qui se déroulent en 5 ans minimum. C'est-à-dire que vous avez un premier cycle qui est constitué de 3 blocs, ce qu'on appelait des années auparavant, mais ici on parle de blocs. Chaque année ou chaque bloc correspond à 60 CTS. C'est ce qu'on appelle un bachelier de transition. Au terme de ce premier cycle, donc bachelier de transition, le bachelier demande un master pour pouvoir avoir une activité professionnelle. Et donc là, vous allez entamer le deuxième cycle de master qui est constitué de 2 blocs de 60 CTS chacun. Alors 60 CTS, maintenant, peut-être vous en avez déjà entendu parler parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont mis en place. C'est une unité de mesure qui vous permet de mesurer la quantité de travail que vous allez fournir pour une activité d'apprentissage. Alors, si on peut passer à la deuxième, merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, donc moi, je travaille à la Haute École et bien sûr dans la formation dont on parle ici. Surtout ne pas confondre les 2 bacheliers. Donc, vous avez le premier bachelier qui est la première partie, si vous voulez, du master que nous sommes en train de présenter. Et à la Haute École, vous avez également un bachelier en architecture des jardins et du paysage qui, elle, est une formation de cycle court, donc en 3 ans, 3 blocs, 181 CTS. Cette formation se fait uniquement à la Haute École. Pour être un peu simpliste, mais c'est à peu près ça, en fait, la formation est beaucoup plus pratico-pratique. Donc, en termes de compétences, on va directement à l'application, directement à l'application directe et à la formation et la partie pratique des différents aspects du projet, par exemple. Les débouchés sont également un peu différents. Donc, on travaille plus avec dans des conceptions plus restreintes ou plutôt vers le particulier, des projets de peut-être moins grande ampleur. Je le dis un peu de façon
comment dire, voilà, ça peut être la première impression, mais non, ça ne veut pas dire que des bacheliers ne vont pas aller vers des projets de plus grande ampleur, mais globalement, dans la formation, c'est vraiment ça. Alors, pour vous donner un exemple pratico-pratique, moi, je donne le cours de chimie dans les 2 bacheliers. Eh bien, en bachelier d'architecture, en architecture de jardin et de paysage, donc en 3 ans, je vais, lorsque je prends une formule de chimie, je vais directement aller à l'application, demander simplement à faire le calcul et voir quelle est l'application directe. Dans le cas d'un bachelier de transition, donc dans la formation que nous présentons ici, je vais m'attarder peut-être plus sur les aspects théoriques et d'où vient cette formule et pourquoi et dans quelle mesure on peut l'appliquer ou pas, et éventuellement avec des démonstrations. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous donner un tout petit exemple. Vous pourrez me poser des questions peut-être par la suite si vous êtes intéressé, mais voilà, essentiellement, vous avez une formation plus pratico-pratique et une formation peut-être un peu plus poussée, on va dire, et sur des conceptions plus grandes, des espaces paysagers moins limités au niveau des masters. Alors, si on peut passer à la deuxième, merci. Alors, au niveau du bachelier architecture paysagiste, vous avez ici un exemple. Ce n'est pas un exemple, c'est la grille en fait du bloc 1. Alors, comme M. Bogart vous a dit, en fait, c'est une formation très diversifiée en termes de compétences. Donc, vous avez plusieurs domaines qui sont représentés dans la formation et c'est ça qui est extrêmement riche et extrêmement intéressant pour nos étudiants. C'est que vous avez aussi bien du domaine environnement que l'aménagement du territoire avec le domaine amitié, la production des plantes, donc dans le domaine produire, tout ce qui est paysager avec la théorie ou l'esthétique du paysage, et les domaines transversaux, donc les outils transversaux qui sont les cours, on va dire, purs et durs de sciences ou de mathématiques. Dans cette formation, j'assure d'ailleurs le cours de chimie et de physique en bloc 1. Et pour terminer, mais ce n'est pas le moins important, vous avez le domaine projet qui est vraiment la colonne vertébrale de votre formation. Alors, comme vous le voyez sur la grille ici, les cours sont répartis sur différents quadrilles. Le premier quadrille est toute la période avant les vacances d'hiver ou de Noël. Le deuxième quadrille, tout ce qui est après. Les cours sont répartis avec soit des aspects plus théoriques ou pratiques. Et vous avez le nombre de CTS, donc en fait, en gros, le poids en termes de travail que chaque cours ou à chaque activité d'apprentissage va vous demander. Alors, on peut passer. Voilà. Vous avez un exemple de grille horaire. Pourquoi c'est important, en fait, que vous visionnez un peu ceci? C'est parce que vous pourriez être inquiet parce que les cours se donnent sur 3 campus. Vous avez effectivement Agrobiotech, sur lequel nous ne sommes pas physiquement, mais voilà, qui est représenté ici. La Haute École, qui est aussi dans la ville de Gembloux. Au niveau de ces 2 campus, voilà, le trajet peut aisément se faire à pied en un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez les cours qui vont se donner sur le campus de l'ULB. Alors, bien sûr, donc je participe aux horaires. Bien sûr, on ne va pas vous demander d'être à Bruxelles tôt le matin et à 13h sur le campus de la Haute École ou de la faculté. Donc, c'est pour ça que vous pouvez regarder ici. Voilà, les cours du mercredi se donnent exclusivement à l'ULB. Donc, ce sont les cours de physique, mathématiques et chimie. Mais voilà, on fait attention quand même à ne pas vous faire des trajets insensés sur la même journée. Voilà. Mais écoutez, merci. Si vous avez d'autres questions, je serai à votre disposition tout à l'heure et je repasse la parole à mon collègue, M. Bogart. Merci, Madame Siquet, pour cette intervention. Donc, comme Madame Siquet a déjà signalé et moi aussi déjà dans ma petite introduction, une des forces de notre formation, c'est la diversité d'approches, c'est la diversité de compétences qui est renforcée et nous faisons ça par différentes, ce que l'on appelle dans le jargon, approches pédagogiques ou figures pédagogiques. Donc, votre formation, et vous avez déjà pu voir ça un peu dans les schémas que Madame Siquet a montrés, vous allez suivre des cours théoriques, spécifiquement pour vous. Hein. Par exemple, moi, je donne un grand cours en 2e année qui est spécifique pour les architectes paysagistes. Mais vous allez aussi avoir l'opportunité, et je
je tiens à parler d'une opportunité, une opportunité de suivre des cours, par exemple, avec les bioingénieurs de la faculté de Jean Blou, ce qui vous mettra en contact avec eux. C'est intéressant pour la vie estudiantienne, mais c'est aussi intéressant pour profiter de leurs compétences, par exemple, pour des travaux de groupe, etc., et pour être confronté à cette culture. Donc, je pense que c'est une opportunité. Et la même chose se passe à l'ULB. Là, vous allez avoir des cours avec les architectes. Et donc, vous allez pouvoir échanger avec eux. Et je pense que cette triple approche, cours spécifique pour vous, cours avec les bioingénieurs, cours avec les architectes, je pense que ça rend la formation très intéressante. Moi, lorsque j'ai fait mes études, j'avais aussi des cours avec d'autres sections. Ça m'a beaucoup enrichi parce que quand même, c'est souvent un autre profil d'étudiants avec d'autres intérêts. Ils mettent les accents autrement et on apprend beaucoup. Donc, à côté des cours théoriques où le prof donne cours et explique les choses, il y a évidemment des travaux pratiques où vous allez être divisé en petits groupes. Vous serez encadré par les professeurs ou par, si on parle donc par exemple de Jean Blou, ou par leurs assistants, où vous avez un travail pratique qui est souvent évalué par le moyen d'un rapport que vous devez rédiger. Donc, il y a aussi cet apprentissage de rédaction scientifique, si vous voulez. Il y a évidemment une forte composante sur le terrain parce que, bon, on ne peut pas faire des études d'architecte paysagiste sans visiter les paysages, sans percevoir les paysages, sans sentir les paysages, sans immersion dans le paysage. Et donc, c'est normal que le terrain, les excursions, les sorties soient encadrées, soient individuelles. Il est impossible d'envisager une formation sans ces sorties sur le terrain. Et finalement, ce qui est souvent appelé la colonne vertébrale de notre formation, il y a l'atelier projet. Donc, les projets forment finalement, chaque année, vous avez donc, et chaque quadrimestre, vous avez des projets avec des thématiques différentes, avec des encadrants différents. Et là, finalement, au sein de ce projet, vous allez pouvoir valoriser tout ce que vous avez appris dans les autres cours et on ajoute encore des connaissances et des compétences. Et ces projets, par définition, sont encadrés par des équipes, par des équipes d'enseignants qui viennent des trois institutions afin d'assurer la présence de tous les domaines et de toutes les disciplines au sein de ces projets. Et donc, c'est le projet où l'étudiant puisse aussi montrer ce qu'il vaut. Hein, et ces projets doivent être vus comme des défis scientifiques, comme des défis artistiques, comme des défis conceptuels, comme des défis en termes de créativité. C'est au niveau du projet que l'étudiant sera demandé vraiment d'oser, hein, de montrer de l'audace et de dire, voilà, je veux faire ça pour répondre à la question qui est posée. Et donc, c'est vraiment un exercice ou une figure pédagogique qui permet à l'architecte paysagiste futur de montrer ce qu'il vaut et de montrer ce qu'il veut faire. Voilà. Oui, la suivante. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas organiser une formation sans évaluation. Et le monde universitaire a beaucoup évolué. Et donc, l'époque que tous les examens se trouvaient en juin et qu'il y avait une question par examen et que c'était quitte ou double pour l'étudiant lorsqu'il était confronté à un professeur, cette époque est derrière nous. Donc, nous avons de plus en plus de cours où il y a une composante d'évaluation permanente, d'évaluation continue. Ça peut se faire via les travaux pratiques, par exemple, mais ça peut aussi se faire via des évaluations ponctuelles. Donc, il est important qu'un étudiant reste à jour en ce qui concerne la formation qui est offerte. Donc, ça veut dire une certaine régularité, une certaine présence régulière au sein ou pour les cours théoriques est quand même recommandée. Tout ce qui est pratique est évidemment obligatoire en termes de participation, d'assistance. Donc, il y a de plus en plus d'enseignements avec une composante d'évaluation continue. Pour l'atelier projet, il y a la spécificité que l'on organise au moins une fois à la fin, mais aussi périodiquement des jurys.
Donc, ça veut dire que les enseignants forment le jury ou les enseignants invitent des personnes de l'extérieur, donc des spécialistes, pour évaluer votre avancement. Et donc, ça veut dire qu'il y a dans ces ateliers projets aussi une grande composante de communication. Donc, il y a des compétences au niveau de la communication qui sont renforcées. Un étudiant doit aussi faire des choix. Par exemple, vous voyez sur la photo la dame qui est en train de présenter, elle a dû concevoir un poster qui représente les résultats principaux de ses activités. Donc, ça veut dire qu'elle a dû faire des choix. Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je ne vais pas montrer? Quels sont les éléments principaux de mes résultats? Quels sont les éléments accessoires? Comment les présenter? Quelle couleur je vais utiliser? Quel graphisme? Est-ce que je vais utiliser des mots, des schémas, des photos, des dessins, des croquis, des exemples, etc. Donc, je parle combien de temps? Est-ce que je dispose de 2 minutes, de 4 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes? Donc, il y a quand même toute une réflexion derrière comment communiquer, ce qui est aussi important dans la vie professionnelle, et vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aussi un exercice de communication. On communique en permanence avec vous, et donc c'est aussi un métier que l'on doit apprendre et qui est présent de façon transversale dans les différents cours. Donc, à côté des projets qui reposent donc sur des évaluations par un jury et sur une évaluation périodique ou continue permanente. Il y a évidemment aussi les cours théoriques et pratiques. Donc, ça veut dire que dans la plupart des cours, il y a une composante théorique qui est donnée souvent ex cathedra par un professeur, mais de plus en plus de figures interactives, figures pédagogiques et interactives sont appliquées. Et d'autre côté, il y a le volet pratique. J'ai déjà parlé des travaux pratiques pour lesquels soit on a aussi des tests ou de l'évaluation par des rapports. Et donc, nous organisons ces évaluations pour ces enseignements, pour ces figures pédagogiques en 3 phases. Donc, il y a des examens en janvier. Il y a 3 à 4 semaines d'examens en janvier. Il y a les examens en juin et il y a les examens en août-septembre. Et donc, nous observons de plus en plus, et le décret facilite cette tendance, nous voyons de plus en plus que les étudiants aient la tendance d'étaler les examens, donc les moments d'évaluation, sur ces 3 périodes, sur ces 3 sessions. Bon, c'est évidemment aussi à l'étudiant de gérer son année, mais je tiens quand même à dire aux futurs étudiants que la session d'août-septembre, c'est la dernière du bloc. Et donc, il ne faut pas reporter des épreuves ou des cours qui semblent un peu plus difficiles que d'autres vers cette session de septembre parce que c'est la dernière. Donc, l'idée qui reste quand même, disons, à défendre, si je peux m'exprimer comme ça, c'est quand même que c'est la session de juin, la première session. Ça doit être l'objectif de réussir tout en juin. Donc, aussi pour le mémoire en fin d'études, essayer d'utiliser la session de septembre comme la session la plus importante de l'année. Ça reste quand même, dans un certain sens, une session de rattrapage. Et donc, je voulais quand même déjà avertir les étudiants, les futurs étudiants à ce sujet. Merci. Voilà. J'ai déjà fait allusion à cela que nous voulons et nous parvenons quand même à renforcer aussi dans notre formation la dimension internationale. Bon, une vision trop centrée sur sa commune, sa province, sa région, son pays. Je pense cette vision, mais avec les jeunes qui vont s'inscrire à notre formation, le problème ne se posera pas, mais quand même, on doit avoir une vision européenne, voire mondiale. Et nous essayons de stimuler cela par toute une série d'initiatives qui viennent peut-être un peu tôt maintenant parce que vous devez encore éventuellement démarrer votre formation, mais il y aura la possibilité de passer un quadrimestre, donc une demi-année ou toute une année à l'étranger via le programme Erasmus. Il y a aussi la possibilité, donc, dans la formation de faire des stages. On a prévu 2 stages, un stage obligatoire et un stage à option. Donc, vous pouvez aussi toujours utiliser ce stage pour vous rendre à l'étranger et pour avoir une expérience unique à l'étranger, donc pour ajouter une couche internationale à votre formation. Il y a à la fin des études un travail de fin d'études. Un travail de fin d'études, c'est donc un travail
scientifique qui sera encadré par un promoteur. Et aussi là-bas, vous aurez l'opportunité, parce que beaucoup de professeurs, surtout à la faculté de Jean Blou, qui ont et j'en suis un bon exemple, qui ont beaucoup de contacts et beaucoup de projets à l'étranger, en particulier dans les pays en voie de développement, où il y a beaucoup d'enjeux en termes d'aménagement du territoire et d'architecture du paysage. Et donc, nous pouvons toujours coupler à ce travail de fin d'études un séjour à l'étranger. Et il y a aussi donc des programmes de double diplôme où vous pouvez passer un quadrimestre ou une année à l'étranger et vous allez recevoir à la fin un double diplôme de notre partenaire et de l'Université de Liège, Bruxelles et Lizy. Et donc, vous voyez les pays qui sont concernés par, ou les pays principaux qui sont concernés par ces initiatives aussi dans la liste là. Oui. Donc, il y a deux stages dans la formation. Donc, il y a un stage qui vient d'être ajouté sur demande des étudiants en dernière année. Donc, en dernière année, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un deuxième stage. Mais il y a en tout cas un premier stage en troisième bloc. Hein, comme Mme Siquet a dit à juste titre, on ne peut plus parler d'année, on doit parler de bloc. Donc, il y a un stage lors du deuxième quadrimestre du troisième bloc, donc de la troisième année en pratique. Et donc, là, l'étudiant va faire un stage d'immersion. Ça veut dire que l'étudiant peut déjà valoriser ce stage pour donner une identité personnelle à sa formation. Et c'est quand même une valeur de notre formation, c'est de laisser à l'étudiant la possibilité d'individualiser, de personnaliser sa formation. Et donc, il y a plusieurs figures pédagogiques qui permettent ça, comme le travail de fin d'études, mais aussi comme le stage. Et ici, vous voyez un exemple d'une étudiante qui, après, a fait encore son TFE avec moi et qui a valorisé ce stage en troisième année pour étudier les paysages ou certains paysages à Lubumbashi. À Lubumbashi, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une ville qui se trouve au sud-est de la République démocratique du Congo. Et là, vous avez un certain type de forêts, hein, les forêts de Miombo. Hein, ce sont des forêts claires, ce sont des forêts caractérisées par certaines essences et qui sont présentes là, sont des arbres de taille limitée et aussi qui sont présentes avec une densité limitée. Et donc, il y a deux étudiants parce qu'elle a fait ça avec un collègue étudiant. Elle est allée là-bas pour quelques mois pour étudier ces paysages. Donc, vous voyez que c'est quand même une opportunité. Et donc, c'est ça que je veux quand même aussi souligner pour nos étudiants. Votre formation vous offrira beaucoup d'opportunités pour vous épanouir. Et donc, nous comptons sur vous aussi, sur votre créativité de faire des propositions pour finalement valoriser de façon optimale les différentes figures pédagogiques comme le stage. Voilà. Il y a aussi à côté du stage encore une autre figure pédagogique, et donc pour éviter toute confusion, donc une figure pédagogique correspond à une approche pédagogique, correspond à une façon de transférer des connaissances et des compétences. Donc, une formation essaye de vous, disons, de vous apprendre des savoirs et des savoir-faire. Ça va? Et il y a différentes façons pour faire ça. Hein, on peut avoir un cours ex cathedra où le prof vient avec son syllabus et il explique. Hein. Mais il y a aussi des activités comme le projet, qui est une autre façon d'apprendre quelque chose. Il y a des stages, c'est encore une autre forme, une autre figure pédagogique. Hein. On va aussi apprendre autre chose lors d'un stage. Et donc, il y a aussi le portfolio. Et le portfolio vous permet finalement de composer un cours vous-même. Donc, le portfolio correspond à un nombre des CTS, à un nombre de crédits. Vous savez que votre programme, chaque bloc, chaque année correspond à 60 crédits et ça correspond à une charge de travail. Dans le passé, on parlait d'un cours qui vaut autant d'heures. Maintenant, nous avons converti ce nombre d'heures en crédits, ECTS. Bon, ce sont des acronymes que vous allez encore apprendre. Et donc, chaque cours correspond à une quantité de travail et cette quantité de travail peut prendre différentes formes. Ça peut être des excursions sur le terrain, des travaux pratiques, des cours ex cathedra, des activités de stage, etc.
Et donc, le portfolio est un des cours qui correspond à un certain nombre de CTS. Et finalement, les activités, vous décidez vous-même. Vous faites une proposition aux responsables de ce portfolio, de ce cours de portfolio, qui doivent donc valider ça. Et donc, voilà, ça vous permet de développer votre posture par rapport à l'architecture du paysage. Comment vous voyez vos activités futures? Est-ce que vous voulez, par exemple, suivre des formations? Est-ce que vous voulez faire des stages supplémentaires dans le portfolio? Est-ce que vous voulez suivre des cours quelque part dans une autre université? Est-ce que vous voulez développer une autre activité? Et donc, ça vous permet aussi de montrer les valeurs que vous associez avec le domaine et le métier d'architecte paysagiste. Donc, ça donne beaucoup de liberté et ça vous permet aussi, si vous dites par exemple après quelques années, après d'être quelques années chez nous, voilà, finalement, ce qui manque pour moi dans la formation, c'est ça. Vous pouvez proposer de suivre cette formation ou de développer cette activité dans le cadre du portfolio. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui satisfait beaucoup de besoins. Et par exemple, en termes de communication, il y a aussi des étudiants qui disent, voilà, mais en termes de communication, moi, personnellement, j'ai besoin d'une formation supplémentaire. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez inscrire dans cette activité. À la fin des études, il y a le fameux travail de fin d'études qui fait un peu peur lorsqu'on en parle parce que c'est quand même une épreuve qui est très importante et qui vaut beaucoup de crédits. Le travail de fin d'études, c'est finalement un travail scientifique parce que la composante scientifique est un des piliers de notre formation, mais c'est un travail scientifique que vous allez faire en collaboration avec un professeur. Donc, les professeurs proposent des sujets où les étudiants peuvent proposer des sujets. Et donc, c'est avec le professeur que vous allez finalement faire un travail scientifique, faire une recherche, et vous allez rédiger un document selon les règles de l'art, selon les règles d'application dans le monde scientifique, que vous allez défendre aussi à la fin de l'année devant un jury qui va vous interroger, qui va vous poser des questions. Et donc, c'est un travail scientifique qui va donc contribuer au savoir du domaine, de la discipline de l'architecture du paysage. Et donc, pour ce travail, vous devez donc développer une méthodologie, vous devez appliquer une méthodologie. Vous travaillez en autonomie, mais évidemment, c'est une autonomie encadrée par un professeur qui va avoir des réunions avec vous. Donc, vous devez aussi apprendre de développer des aptitudes et des attitudes professionnelles pour organiser des réunions, pour échanger quand même avec un spécialiste du domaine. Et donc, il y a à la fin une présentation écrite et orale qui est donc évaluée par un jury. Et donc, c'est à cette occasion, normalement, que l'on va encore se voir parce que c'est moi qui, normalement, préside ces jurys. Merci. Donc, les débouchés, on en a déjà parlé. Donc, il y a donc une grande diversité. C'est aussi parce que, et pour cette raison, nous avons mis ces diapos dans la présentation, c'est aussi parce que vous avez une prise qui est quand même importante sur votre propre formation. Donc, j'ai déjà parlé du travail de fin d'études, du stage ou des stages, du portfolio. Ce sont trois figures pédagogiques qui vous permettent ou qui vous permettront d'individualiser, de personnaliser, de donner une couleur personnelle à votre formation. Pour cette raison, vous pouvez aussi déjà, lors de vos études, soit tester, rechercher les différentes possibilités pour la phase post-études, soit vous pouvez déjà dire, voilà, mon objectif, par exemple, c'est de travailler dans les pays du Sud. Mon objectif, c'est de travailler sur l'aménagement du territoire des sociétés qui connaissent actuellement de grandes dynamiques. Pensons par exemple à l'urbanisation au Sud. Donc, vous avez depuis le début la possibilité de personnaliser donc vos études via ces différentes figures pédagogiques. Pour cette raison, la liste que vous voyez là-bas et qui porte comme titre transversalité et polyvalence, cette liste ne peut pas être exhaustive parce que par cette possibilité de personnaliser les études, vous pouvez vraiment ouvrir le champ d'application, je ne vais pas dire presque sans limite, mais quand même, il y a une grande liberté et donc nous ne pouvons pas mettre toutes les possibilités sur une diapo. Merci. Donc voilà, je donne maintenant la parole à mon amie et collègue, Madame Martineau, de l'Université libre de Bruxelles.
Merci Yann. Vous m'entendez? Oui. Bon, je suppose que oui. On t'entend, on t'entend. Ok, merci. Donc Julie Martineau, je suis paysagiste moi-même et également enseignante à la faculté d'architecture la Cambre-Horta de l'ULB, donc à Bruxelles. C'est la troisième institution. Et je vais vous parler plus précisément du projet et de la place du projet tant dans la formation que dans la profession. Donc, le projet est au cœur de la formation. En effet, ce cours occupe une position centrale pour plusieurs raisons. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, il est présent sur les 5 années. Donc, il va suivre l'enseignement, enfin les études tout du long du cursus. Et également, il vaut pour 78 crédits, ce qui n'est pas négligeable, à savoir qu'il y en a 300 en tout. Donc, c'est aussi sa position centrale est aussi liée au fait, comme le disait Yann Bogart précédemment, que le projet mobilise les acquis des autres cours, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Et également, c'est le cours qui se rapproche le plus du contexte concret de ce que c'est qu'un bureau d'études ou une agence de paysage. Donc, le projet, qu'est-ce que c'est? Qui dit projet dit projeter. Donc, projeter, dans notre cas, c'est la projection dans un futur, donc dans un avenir plus ou moins proche, et également une projection dans l'espace. Donc, il s'agit, en tout cas traditionnellement, d'opérer une modification de l'espace existant. Je dis espace au sens très large. Donc, effectivement, traditionnellement, quand on parle d'architecture de paysage et qu'on parle du projet de paysage, on signifie de concevoir, de dessiner les futurs paysages, les paysages de demain qui répondent à des enjeux sociétaux contemporains sur nos territoires. Donc, c'est quelque chose qui est loin d'être anodin et qui est très important actuellement, surtout face à tout ce qu'on rencontre lié au changement climatique et autres. Donc, la fabrique du paysage se fait en général sur base de transformation des paysages existants. Alors, quand c'est cette fonction-là appliquée par les paysagistes, on parlera du paysagiste comme un auteur de projet. En général, il travaillera dans un bureau d'études ou une agence de paysage qui fait de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qui applique une conception d'espace à un terrain, à un contexte physique existant. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi, le projet peut être un projet de programmation de paysage, c'est-à-dire qu'il concerne alors la planification, il donne un peu les grandes lignes à suivre pour les politiques, dans les politiques territoriales futures. Et alors là, le paysagiste sera plutôt du côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire du point de vue décisionnel dans des structures comme des collectivités territoriales notamment. Une autre approche qui concerne le projet, parce que le projet, ce n'est pas uniquement tout transformer et tout refaire à partir d'une table rase et surtout pas d'une table rase, c'est aussi de s'occuper de la gestion des paysages et également de la restauration de patrimoine paysager. Donc, on peut être dans quelque chose qui est beaucoup plus doux en matière de transformation, beaucoup plus subtil, mais qui néanmoins est interventionniste dans la façon de le développer. Et alors, un dernier champ d'application qui est beaucoup plus récent, celui-là est néanmoins très, très important et très prometteur, c'est le projet de paysage dans la recherche. On parle de research by design de manière générale, mondiale. On le traduit un peu maladroitement en français par comment on dit déjà, la recherche par le projet. Ce n'est pas forcément très exact, mais en tout cas, c'est un champ universitaire qui est en train de se développer au niveau de la recherche. Donc, le projet, ici, dans notre formation, il s'inscrit dans une figure pédagogique, donc comme l'a expliqué Yann Bogart précédemment,
une figure pédagogique bien spécifique, un peu sur mesure à ce cours, qui s'appelle l'atelier. Donc l'atelier, c'est un lieu, alors on connaît les ateliers d'artistes, on connaît les ateliers d'artisans, on connaît plein de choses, mais alors là, ici, c'est un atelier spécifique pour l'enseignement du projet de paysage. Donc cet atelier, c'est un lieu, c'est un espace qui existe. En l'occurrence, il y en a plusieurs puisqu'il y a plusieurs institutions. C'est le lieu d'échange entre les enseignants et les étudiants pour suivre les projets des étudiants. Donc c'est un work in progress, c'est là que ça se passe. C'est un lieu aussi de rencontre entre les étudiants eux-mêmes et donc d'émulation, c'est-à-dire que les projets, les réflexions des uns et des autres viennent nourrir les projets des autres. C'est un lieu de production, c'est un lieu de présentation des travaux, présentation continue et comme dit précédemment, un lieu d'évaluation ou continue et aussi à la fin de chaque quadrimestre par un jury final qui est composé d'enseignants, pas forcément les équipes encadrantes uniquement de chaque atelier, mais également des experts extérieurs qui viennent contribuer à la réflexion sur les sujets proposés par les étudiants. Donc voilà, 5 années. Non, je vais rester encore sur la diapositive d'avant. Donc 5 années sur lesquelles on a placé des verbes qui sont ce qu'ils sont, identifiés pour la première année, cohabiter pour la deuxième, écosystémer pour la troisième, paysager pour la master 1 et créer pour la master 2. Donc, sur ces 5 années, il y a 8 ateliers. Les 8 ateliers sont complémentaires, mais néanmoins ne se suivent pas de manière stricte. Néanmoins, il y a quand même une progression entre la bachelier et la master, ce qui signifie qu'il y a des prérequis demandés pour accéder à l'atelier de projet de master. Alors, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de chaque année pour ce qui est du projet. Donc, pour la première année, déjà au niveau de la localisation, l'atelier se fait à Gembloux, à la Haute École Charlemagne. Et tous les sujets de cet atelier sur toute l'année seront localisés à Gembloux. Donc, c'est vraiment une façon à la fois de se familiariser avec la ville de Gembloux et ses environs, tous ces paysages ruraux qui la composent. C'est une année qui se familiarise également avec les différents outils du paysagiste. Donc, ce sont des outils de lecture d'abord, donc comment on reconnaît, comment on lit au travers des lignes d'un paysage pour le qualifier, des outils de mesure, des outils de représentation et des outils d'interprétation du paysage. Donc là, on parle de paysage existant qu'on doit comprendre. Donc ça, c'est un peu la première chose à faire. Et ensuite, des outils d'expression pour traduire une idée en projet sous forme graphique, notamment avec des outils tels que le plan, la maquette, la coupe, qui sont les indispensables pour cette profession. Donc, l'approche se fait de macro à micro en première année. Donc, on regarde le paysage dans ses grandes figures, donc les figures géographiques, telles qu'une rivière, telles qu'un plateau, telles que même une vallée ferroviaire, pourquoi pas, pour après zoomer sur un projet qui occupe un territoire beaucoup plus restreint, et de façon à également déjà se familiariser avec ce que c'est qu'une esquisse de projet. La deuxième année, donc le deuxième bloc, se déroule à Bruxelles entièrement, pour une raison simple, c'est qu'elle concerne directement la ville, et la ville a une échelle bien précise qui est celle du quartier. Donc, il y a une première partie qui se fera sur la question des vides dans la ville, donc notamment les espaces publics. Donc, ce sont des projets de places, de rues, de tous ces espaces qui composent l'espace ouvert, disons, dans une ville que s'approprient les habitants. Et une deuxième partie plus tournée vers la dimension participative, justement avec ceux qui habitent la ville.
La troisième année, qui est en fait une demi-année, donc c'est le 5e quadrimestre. C'est un petit peu technique, mais c'est un peu le jargon pour le définir. Écosystémé, il est plus présent que dans les deux autres blocs précédents. C'est la dimension scientifique qui est vraiment intégrée entièrement dans ce quadrimestre. Ça se passe à Jean-Blou, à la faculté agrobiotech. Et donc, c'est l'intégration de la méthodologie scientifique dans l'analyse et dans le projet de paysage. Donc là, on est vraiment dans l'interdisciplinarité. En Master 1, alors là, on regarde les paysages à une échelle un peu plus complexe et en tenant compte justement d'enjeux assez larges à différentes échelles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, il y a une grande considération pour les acteurs du territoire. Donc là, on doit comprendre à qui on s'adresse et pourquoi on s'adresse à eux. L'approche programmative est également mise en avant. Donc, les étudiants sont amenés à développer eux-mêmes leur programme de paysage et donc pas à répondre à un programme préexistant, mais à trouver le sens, à développer certains programmes en fonction d'une analyse critique de ce qui existe. Et donc, ça touche aussi la dimension territoriale des grands paysages et des métropoles, avec à chaque fois la volonté de toucher aussi à une urbanisation. L'humain est toujours très présent dans le projet. Et alors, la dernière année, qui est un petit peu particulière, qui est le projet de fin d'études, là, qui se met en place sur une demi-année, donc sur un quadrimestre, qui est un projet personnel de l'étudiant, où donc ça veut dire c'est un petit peu la fin de 5 années d'études, mais c'est aussi l'avant-étape, c'est l'étape juste avant l'entrée dans le monde professionnel. Donc, c'est très important pour l'étudiant de faire des choix qui répondent à ses préoccupations et ses convictions personnelles, ainsi que ses affinités. C'est ça qu'il va présenter, en gros, un futur employeur. Oui, je vais passer à la dia suivante. Alors, les lieux étudiés, donc ils sont très diversifiés. Effectivement, on va aborder des paysages industriels ou post-industriels, des paysages ruraux, des paysages en transformation et des paysages très, très urbains. Voilà, on peut passer. La diversité des techniques utilisées, donc là, avec quelques exemples, on peut voir un petit peu ce que c'est la question de la production en atelier. Là, ici, on voit des maquettes, des coupes, un plan qui donne une petite idée, parce que c'est beaucoup plus vaste, diversifié que ce qui est présenté ici, évidemment, de ce qui est imaginable de faire comme type de représentation, d'idées, de conception. Et alors, je ne sais pas si encore… Ah oui, pour mettre un peu plus l'accent sur le projet de fin d'études. Donc, ça occupe 8 semaines, c'est très dense. C'est-à-dire que c'est très court dans le temps, mais ça va être très, très dense. Donc, c'est un plein temps. En gros, en faisant un petit calcul, c'est minimum 40 heures par semaine. De travail étudiant. Il n'y a pas d'autres cours à ce moment-là, donc l'étudiant se concentre entièrement à ce travail, il est en immersion. Il y a une journée qui est prévue par semaine de rencontre avec des enseignants qui accompagnent le travail. Et ça se finalise, alors malheureusement, les deux années, pas cette année ni l'année passée, ça n'a pu se faire pour des raisons sanitaires, mais ça se finalise normalement par une exposition des travaux des étudiants, exposition qui a lieu à Jean-Blou et également qui est prévue également à Bruxelles.